l'hélicoptère s'est crashé, j'étais blessé, j'avais les côtes enfoncées, le visage, et puis la jambe complètement ouverte. Moi j'avais commencé à écrire ma mort. On avait retrouvé une femme vivante avec son bébé mort entre les jambes. Je suis allé voir le dernier coucher de soleil du millénaire sur le pôle Nord. Jean-François, vous avez passé une grande partie de votre carrière à Paris Match, de 69 à 2008. Toute ma carrière, 40 ans. Justement, pourquoi toujours avoir été loyal envers ce journal? Parce qu'il a été loyal envers moi. Il m'a apporté tellement de choses, il m'a apporté la liberté, il m'a apporté le rêve, l'extravagance, la folie, toutes les aventures possibles. Et à Match, c'est un journal particulier, c'est-à-dire on peut passer de Johnny Hallyday à Claude Lévi-Strauss, puis après partir au pôle Nord, au pôle Sud, faire un reportage sur Rubens, Rembrandt. Personne au monde ne me proposera jamais ça dans aucun autre journal. J'ai eu plusieurs fois des propositions d'aller ailleurs, mais jamais à la télé parce que je suis pas familiarisé avec l'image. En revanche, à la radio, ça ne m'intéressait pas. J'étais tellement bien là où j'étais. Et puis surtout, l'intérêt de Match, c'est que c'est un hebdomadaire. C'est-à-dire, on me demande un effort une fois par semaine. En revanche, un quotidien, c'est tous les jours. Quand on allait en reportage sur un événement important, je me souviens par exemple de la Révolution au Portugal, nous on faisait un reportage par semaine, un papier par semaine, et eux tous les jours, à midi, ils disaient bon allez, il faut que je m'y mette. Ils s'enfermaient dans leurs réflexions, ils commençaient soit à écrire, soit à téléphoner quand c'était la radio, et on les retrouvait à minuit et demi, ils allaient se coucher, ils étaient épuisés, et le lendemain matin, ils recommençaient. Nous, on avait une semaine. Donc tu vois, c'est un peu par paresse et par facilité. Non mais j'ai aimé ça, vraiment. Vraiment j'ai aimé ça. Vous avez fait beaucoup de grands reportages. Est-ce que vous vous souvenez du premier à Paris Match? Alors écoute, c'est un truc assez drôle. Le premier vrai reportage, moi je suis arrivé à Paris Match en 69. Et tout le monde se souvient de la révolution de mai 68. Mais personne de celle de mai, juin, septembre 69. Parce qu'un an après, il y a eu des manifestations, des mouvements, ils ont dit tiens, on va recommencer. C'est passé les choses. Et en septembre 69, il y a eu des mouvements de rue pour recommencer. On s'est dit tiens, qu'est-ce qui va se passer? Et je suis allé à Paris donc. Et on m'a demandé d'y aller avec un photographe. Et je suis allé sur ces mouvements de rue. On a suivi des gens qui tentaient d'enlever des pavés, qui gueulaient un peu, on se pétait, manifestaient. Bon. Et on s'est retrouvés sous le pont, sous le métro à minuit, sous le métro Stalingrad. Il y avait un petit groupe, rien du tout. Et puis depuis un moment, je voyais dans la lumière d'un projecteur, quelqu'un qui filmait, et puis quelqu'un derrière qui jouait à un jeu comme ça, qui faisait semblant d'enjamber, tu vois, comme si on tournait un film, quoi. Et vers 2 h du matin, à force qu'ils nous suivent comme ça, je suis allé le voir. Je dis mais tu fais quoi, tu représentes quoi? Il me dit non, on tourne un film pour les 20 ans de Paris Match. Je dis ah, très bien, et alors? Bah alors je joue un peu le rôle de ce que c'est l'aventurier, etc. Et je dis comment tu t'appelles? Il me dit Depardieu, Gérard Depardieu. Je dis ah bah très bien. C'est parti comme ça. C'est-à-dire que le premier rôle de Gérard Depardieu, c'était moi. Il jouait mon rôle. J'ai trouvé ça formidable. Et je l'ai rencontré assez souvent, Depardieu, après. Je lui en ai parlé. Il me dit ah oui, c'est vrai, oui. Enfin, Depardieu est un personnage formidable, considérable. Il ne s'est pas étendu là-dessus. Mais moi, j'ai trouvé ça très étonnant que son premier rôle d'acteur, vraiment, c'était pour faire un film à l'occasion de l'anniversaire des 20 ans de Paris Match. C'était ça mon premier vrai reportage à Match. Vous parlez de Depardieu, donc du coup on noue des liens avec les personnes qu'on rencontre? On noue des liens, on est en empathie. D'abord, un journaliste, c'est quelqu'un qui doit écouter les autres. Tu les écoutes, tu les mets en condition et puis tu les laisses s'exprimer. C'est beaucoup plus simple que de trop les diriger. Le plus important, c'est la personne que tu rencontres, c'est pas toi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que souvent, c'est pas du passéisme, mais souvent le journaliste il considère comme le premier, il est devant l'image, c'est lui qui ordonne, qui commande. C'est un petit manque d'humilité et d'efficacité. Je crois que celui qu'on rencontre est plus important que toi. De même que ton journal est plus important que toi. Toi, tu es au service de cette cause, mais de ce métier en fait en réalité. Et oui, on noue des liens. Alors quelquefois ça se passe bien, quelquefois ça se passe pas bien. J'ai assez bien connu Johnny Hallyday, par exemple, quand il avait un problème avec un journaliste de Match, il me disait bah écoute, il m'appelait chez moi, il me dit écoute viens, excuse-moi de te déranger un dimanche, tu vois ça par exemple. Quand Johnny Hallyday t'appelle au téléphone et te dit excuse-moi de te déranger un dimanche, mais j'ai un truc là, je préférerais que ce soit toi qui viennes m'interviewer.
Tu dis, j'arrive, du moment que tu sois. Oui, on crée des liens. Quelquefois, ça dure 30 ans, 40 ans. J'ai par exemple beaucoup de liens avec le docteur Jean-Louis Etienne. Tu connais Jean-Louis Etienne, par exemple? C'est un médecin qui était un type merveilleux, qui m'a emmené au bout du monde, il m'a emmené au pôle Nord, il m'a emmené en Antarctique. Et j'ai gardé avec une amitié indéfectible. C'est des gens avec qui tu as confiance, tu ne vas jamais les tromper, tu ne vas pas essayer de les contourner. Tu sais, je ne suis pas un journaliste de revendication, je ne sais pas du tout. En fait, je suis un brave mec, quoi. Je suis à son service et on copine, on passe une vie en même temps. Nos chemins se croisent, tu vois, on marche ensemble un peu, puis on s'appelle grâce à Jean-Louis Etienne, je le répète, je suis allé au pôle Nord quand même. C'est pas rien, le pôle Nord. Je suis allé aussi en Antarctique grâce à lui. J'ai passé le Cap Horn. Je suis capornier. J'ai passé le Cap Horn à la voile. Parce qu'il a fait une traversée de l'Antarctique avec une expédition où il y avait un Chinois, un Russe, un Anglais, un Américain et un Japonais, avec des chiens de traîneau. On est allé, nous, en bateau, on fait le tour d'une partie de l'Antarctique. Parce qu'il y a un endroit en Antarctique, c'est le blind out total, on n'entend rien. Les ondes radio, enfin à l'époque, c'était en 89, ne passaient pas. Donc en bateau, on s'est approché et on avait la communication, donc je l'avais par téléphone. J'ai commencé le trajet avec lui, puis après on l'a abandonné. Et en fait, donc il m'a permis de passer le Cap Horn, c'est merveilleux, non, quand tu fais ce métier, que tu passes le Cap Horn, c'est formidable. Non, j'ai vraiment aimé ça, il y a des gens que j'aime beaucoup. J'ai rencontré aussi dans le froid, je suis assez copain avec Vanier, Nicolas Vanier, tu vois qui c'est Nicolas? Le réalisateur? Il est réalisateur, oui, c'est ça, et il est en même temps aventurier. Nicolas, j'ai fait avec lui la traversée de l'Oural en chien de traîneau. Je suis allé en Alaska, on a fait la traversée du nord de l'Alaska, tu vois, Non, c'est des gens riches, c'est des gens que je trimballe avec moi. Un bon reportage, c'est avec quelqu'un que avant tu le connais pas, et tu repars avec lui. C'est comme une amitié. Tu repars chargé de son amitié. Tu es alourdi, mais en même temps tu es enrichi de cette amitié. Non, c'est ça qui est formidable. Par contre, il y a des gens, j'ai rencontré par exemple Claude Lévi-Strauss, tu repars pas comme ami de Lévi-Strauss, de Claude Lévi-Strauss. Tu vois qui c'est Claude Lévi-Strauss? Non. C'est pas un fabricant de blue jeans, hein, c'est un philosophe académicien qui a écrit en particulier Triste Tropique. C'est un personnage formidable qui est décédé aujourd'hui. Un monsieur très considérable, très important, et tu repars ébloui, mais tu repars pas à l'ami. Alors de temps en temps tu appelles si tu veux bien, s'il veut bien accepter une rencontre, une interview. Par exemple, pour Lévi-Strauss, par exemple, c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait une interview et j'ai pas changé une ligne. C'est-à-dire, en arrivant à la maison, j'avais enregistré, je laisse tourner ma bobine, j'ai reproduit. J'avais préparé mon sujet, parce que c'est des personnages quand même, tu ne peux pas arriver sans rien savoir. Et j'ai pas changé une ligne, j'ai retranscrit sans changer une ligne. J'ai trouvé ça formidable. C'est-à-dire qu'il y avait la pensée, le mot qui allaient bien ensemble, tu vois, tout était parfaitement correct. En revanche, quelques jours après, j'ai fait une interview de Johnny Hallyday. Là, j'ai tout changé. C'est pas du tout la même chose. Johnny, il n'avait pas les mots pour le dire les choses, il avait le cœur, il avait l'envie, il avait la tchatch, mais les mots venaient pas de la même façon. Il fallait donc mettre ça en conformité avec sa propre pensée à lui. Donc tu vois, c'est des personnages tellement différents. Et quand tu sors de là, t'es quelqu'un de différent, t'es quelqu'un de... Moi, je suis heureux quand j'ai réussi une rencontre, que je repars chargé, je suis dans ma copie après, je retranscris tout ça. Enfin. Mais j'ai aussi rencontré des gens morts. J'ai rencontré Raphaël, le peintre Raphaël, le Titien, parce que je me suis occupé aussi de beaucoup de peinture, j'ai écrit quelques petits ouvrages. Je veux dire par là que quand tu vas sur les traces de quelqu'un qui a disparu, tu t'essaies dans son contexte. Pour Raphaël, par exemple, ça s'est passé beaucoup à Rome, et tu es dans ses pas, tu cherches comment il a vécu, tu te mets à sa place, tu imagines, et ça devient une espèce de vraie complicité, et ensuite tu racontes. Parce que notre travail, c'est de raconter, c'est de restituer. Je n'étais pas simplement payé pour me balader, il fallait qu'ensuite je fasse partager ce que j'avais vu, ce que j'aimais, et comment je l'avais ressenti au lecteur. Si ça marche, c'est réussi, si ça ne marche pas, c'est que c'est mauvais, il faut aller ailleurs.
Donc je veux dire que c'est des rencontres. Je crois que ce métier est un fait de rencontres, même avec les gens disparus. Et puis en parlant de raconter, est-ce que vous pouvez me partager votre histoire en Sibérie? Je sais que ça reste un épisode marquant. Alors j'appelle ça le reportage le plus rédempteur. C'est-à-dire, je suis parti en Sibérie pour une expédition qui n'avait pas un grand intérêt scientifique. Il s'agissait de faire un parcours côtier le long des côtes sibériennes jusqu'en détroit de Bering. Et moi, j'allais rejoindre l'expédition. Et il se trouve qu'on a eu un accident d'hélicoptère. Et l'hélicoptère s'est crashé. C'était c'était au mois de mai. Il y a ce qu'on appelle l'embâcle, c'est-à-dire la fonte des neiges, tu vois. Donc, en bordure comme ça de l'océan, il y a les glaces, il y a une espèce un réchauffement, donc une évaporation des nuages, les icebergs fondent, les glaces fondent, la neige fond, tu vois. Donc le pilote d'hélicoptère s'est trompé, il a percuté le sol au lieu de rester à bonne distance, il était perdu. Donc on était 18, je crois, comme ça en hélicoptère, il y a eu 11 morts, tu vois. Et moi je suis resté sur la banquise, KO, j'étais blessé, j'avais les côtes enfoncées, le visage, et puis la jambe complètement ouverte, tu vois, au pied, etc. Je suis resté pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures, je ne sais pas très bien combien de temps. On attendait les secours qui ne venaient pas, tu vois, et puis ne voyant pas arriver, finalement, à destination, on devait aller au détroit de Bering lui-même, à Wellen, c'est un endroit qui est... ils ont fini par envoyer un autre hélicoptère qui est arrivé et qui ne nous a pas vus tout de suite. Alors tu es sur la neige, tu es allongé, il y a des gens morts autour de toi, tu te dis bon, qu'est-ce qui va se passer? Moi j'avais commencé à écrire ma mort, parce que je me dis je vais mourir. Bon. Donc j'ai commencé à raconter ma mort pour que ceux qui me trouvent, ma famille, sachent comment ça s'était passé. J'ai fait des photos, j'avais un petit binocle, j'ai fait des photos de moi, de ce qu'il y avait autour, tu vois. Puis au moins ça, ils sauront comment ça s'est passé. Et puis on a attendu, il y avait 2 ou 3 qui n'avaient rien, juste des petites blessures superficielles, qui marchaient dans les décombres, tu vois, et puis ils sont morts, et puis moi j'étais allongé avec un peu à l'écart, j'étais expulsé l'hélicoptère à, je sais pas, à 20-30 mètres, tu vois, quand il a percuté. Et l'hélicoptère est arrivé, d'abord il nous a raté, et je dis c'est pas vrai, tu sais, c'est comme un mauvais film. Il arrive et puis il revient, enfin, il faisait des gestes, et enfin il s'est posé. Les équipes sont arrivées, ils ont commencé à emballer tout le monde, constater ceux qui étaient morts, ils les ont laissés. Ça s'est passé rapidement. Ils embarquaient tous les gens, et moi j'étais le dernier, je dis mais ils vont bien penser à moi, quand même, tu vois, ils ont fini par arriver sur moi, et le gars il commence à me prendre comme ça, mais mon pied restait sur la neige, tu vois, c'était parce qu'il était vraiment brisé, fracture ouverte. Alors il est un peu affolé, il n'a pas ce qu'il faut en Russie, tu sais, c'était un peu le bricolage, quoi. Il a vu le bouquin de bord, le livre de bord de l'hélicoptère, il l'a mis sous mon pied, il a fermé comme ça, il a pris une sangle qu'il a mise autour, et ils m'ont transporté dans l'hélicoptère, ils m'ont jeté dedans, et je suis parti, ils m'ont emporté dans une base qui s'appelle la base Schmidt. Je dis ça parce que c'était la même semaine que tu sais, Human Bomb à Neuilly, dans l'école. Tu te souviens de cette histoire? Il s'appelait Schmidt, le mec, hein. Je sais pas si ça m'avait un peu frappé. C'était une base russe, et il y avait pas un hôpital, mais il y avait une infirmerie, un chirurgien là, tu vois. Et le gars il m'a dit on va me couper le pied. J'ai dit on va pas me couper le pied. Voilà. Tu sais, ce moment-là, tu fais vraiment acte de persuasion. J'ai regardé le chirurgien, j'ai dit vous êtes un très bon chirurgien. Je suis sûr que vous pouvez sauver mon pied. En tout cas, attendez au moins qu'on vienne me chercher. Faites-moi quelque chose de provisoire, mais vous allez sûrement le faire. Mais ne me coupez pas le pied, on va attendre. La chance, c'est qu'il faisait froid, il devait faire à peu près, avec le vent, il devait faire un moins 15 avec le vent. Donc tu vois, il n'y a pas eu d'infection tout de suite réelle. Ça aurait été en plein désert, ça c'était pas en Paris-Dakar, c'était fini. Ils m'ont emmené dans une espèce de cuisine, ils m'ont mis sur un truc en faïence. Tu sais, comme une paillasse de cuisine, quoi, là. Un éclairage au néon, ils m'ont endormi à l'éther. Je suis parti, il y a la grâce de Dieu, j'ai fait ma prière. Et quand je me suis réveillé, j'ai regardé mon pied, il y avait un gros truc au bout, je me dis super, il m'a pas coupé le pied. Finalement, ils ont envoyé des secours, des avions qui sont venus nous chercher là-bas, il y a quand même du détroit de Bering à Moscou, il y a 8 heures d'avion quand même, c'est très très grand. Puis match, ça s'était activé, mon épouse s'était dépêchée, ils avaient envoyé un avion spécial de Paris pour me récupérer à l'aéroport de Moscou. Médicalisé, ils m'ont pris, transporté de bord à bord,
Et là, j'ai vu les mecs clean, blouse blanche, impeccable. J'ai dit, bon, ouais, ça y est, sauvé. Alors, je parle de reportage rédemption parce que j'ai été impotent pendant des mois. D'habitude, c'est moi qui suis le témoin. Et là, j'étais l'acteur. Et je voyais les choses différemment. J'étais l'homme couché, blessé, l'homme de la catastrophe, parce qu'à un match, on va aussi sur des catastrophes, ça m'est arrivé. Et là, j'ai refait une vie en voyant comment on était quand on était différent, quand on était l'objet du reportage, en fait, tu vois. Et ça m'a donné une autre pensée, une autre façon de voir la vie, heureuse d'abord, optimiste. Tout était une chance, quoi. Donc j'appelle ça un reportage rédempteur. Mais j'ai des reportages qui n'ont rien à voir. J'ai des reportages le plus farfelu, par exemple. En l'an 2000, je suis allé voir le dernier coucher de soleil du millénaire sur le pôle Nord. C'était au mois de septembre, puisque par l'effet tu connais de l'astronomie, ça avait lieu, je ne sais plus, le 14 ou 15 septembre. Je suis parti de Paris un mardi, c'est-à-dire le lendemain du bouclage du journal normal, et avec les moyens aujourd'hui, avion, machin, puis hélicoptère, et on est allé voir le dernier coucher de soleil du millénaire sur le pôle. C'est une idée farfelue, tu vois. Il n'y a que Paris Match qui peut faire ça, parce que ça veut rien dire. Alors on a vu le soleil s'enfoncer, là au fond, une petite moustache de brume comme ça, c'était magnifique, et je suis revenu. Mais alors, le paradoxe, c'est que j'ai raconté comment ça s'est passé. Pour moi, d'abord, c'était important parce que je reprenais l'hélicoptère pour la première fois depuis mon accident. Et à Paris Match, le reportage n'est pas paru parce que le directeur de la photo de l'époque m'a dit, ouais, la photo est pas terrible. Je dis, vraiment, tu es directeur de photo à un match, t'as rien compris à un match. Enfin, j'étais pas très content. Et ça n'est pas paru parce que la photo était pas si... Je dis, mais c'est l'aventure qui est formidable. C'est raconter comment, pourquoi autrefois, pour aller au pôle Nord, il fallait des jours et des jours. Beaucoup de gens d'expédition ont échoué, les gens sont morts. Enfin bref. Le plus dangereux peut-être. Le plus dangereux, c'était quand même Colvézi. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que Colvézi. Colvézi, c'était une opération qui a été menée par Giscard d'Estaing à l'époque, quand il était président, pour aller sauver des Français qui étaient en Afrique et qui travaillaient dans les mines de Colvézi. Le pays avait été attaqué par des rebelles et il y avait des massacres, des gens étaient morts, et donc on m'avait envoyé là-bas pour voir ce qui se passait, quoi. Donc c'était un peu compliqué pour atteindre l'endroit, et quand on est arrivé, je suis arrivé avec le 2e REP, le régiment étranger parachutiste, tu sais, la Légion française, et ils ont libéré le village. Et quand on est arrivé, les gens partaient. Il y a quelqu'un qui m'a donné les clés de sa voiture. Il m'a dit, la voiture, elle est là. C'était je ne sais plus quoi comme voiture, une Mercedes, je crois. Il prend les clés, il y a l'essence. Nous, on s'en va, on rentre en France. Enfin, ils étaient libérés, quoi. Et les rues étaient jonchées de cadavres. Il y avait une maison où avait été rassemblée une partie de la population. Et ils avaient tué, massacré tout le monde. Enfin, et dans ce charnier, d'ailleurs, on avait retrouvé une femme vivante avec son bébé mort entre les jambes, avec sous un monceau de cadavres. Enfin, c'était des histoires épouvantables. Et alors, dangereux parce qu'on se faisait canarder et c'était pas très... Mais avec la Légion, ça allait. Les légionnaires, tu sais, sont des militaires très affûtés, très pointus, très forts. Donc c'est assez dangereux. La guerre, c'est toujours dangereux. J'ai fait plusieurs reportages de guerre et puis j'ai peur, quoi. C'est-à-dire, j'ai aimé, mais en même temps, j'ai peur. Je me disais, si je prends une balle dans la... Je vais me faire engueuler par ma femme, tu vois. Enfin, j'exagère, mais la guerre, ça fait peur. Et puis, je me dis, j'ai aussi d'autres choses à faire, parce que, pour moi, je reviens à Paris Match, et mon envie, c'était de coller parfaitement à ce journal, comme je disais tout à l'heure, qui nous permettait de faire des choses extrêmement différentes. Tu vois. J'ai écrit sur plein de sujets différents, sur l'aventure, sur la culture, sur la grande cuisine, sur le vin, parce que je m'occupe maintenant de vin, je suis retiré, mais je m'occupe de vin. J'avais créé la rubrique dans les années 80 pour Match, j'avais une page sur le vin, et donc c'est formidable. Donc maintenant je suis toujours dans le système, et je parle du vin, et c'est un vrai bonheur. Donc cette palette, tu vois, de centres d'intérêt, pour moi c'est unique, et j'aurais pas imaginé. Un jour j'avais fait le Paris-Dakar. Moi j'aime pas beaucoup la voiture,
Je suis pas je m'en fous la voiture, ça m'intéresse pas. Mais en revanche, j'ai fait Paris-Dakar, j'ai fait Paris-Pékin, j'ai fait Paris-Le Cap, tu vois, comme navigateur ou passager, comme journaliste, qui racontait. Et on avait fait donc c'était un Paris-Le Cap. On s'était perdu dans le désert, on habitait en panne dans le désert, la voiture est cassée. On avait laissé la voiture, on s'était rapproché du lieu de passage de la course, enfin du rallye. On était resté, on avait fini par être déposé dans un autre village et on s'était débrouillé tout seul dans le désert pendant une semaine, je sais pas si, enfin pendant une semaine, pendant 5 jours. On disparaît le mardi et on réapparaît, alors match je sais plus où on est, plus de nouvelles, on réapparaît le dimanche. Le bouclage a lieu le lundi. Alors ça a commencé à paniquer parce qu'on était. Et chez moi non plus, je ne savais pas où on était. J'ai écrit notre histoire, ce qui était arrivé, comment ça se passait, etc. Et quand le rallye est arrivé au Cap, il y a des gens qui ont amené le journal de la semaine précédente, le Paris Match. Et dans le Paris Match, il y avait mon histoire, notre histoire, racontée avec les photos qu'on avait pu envoyer, puisqu'on était arrivé juste à temps, et un reportage que j'avais fait avant de partir sur Rembrandt. Tu vois, je me disais, mais vraiment, Rembrandt, le Paris, le Cap, mais de quoi rêver? Comment rêver davantage? C'est pas possible. Enfin, je crois que c'était vraiment le bonheur absolu pour moi. Non, j'ai vraiment passé des années extrêmement heureuses, quoi. Et il y a aussi des choses complètement farfelues, dans le farfelu. Et je suis allé à la pêche au mammouth. Très original. Alors, il se trouve que depuis une cinquantaine d'années, même un peu plus, les chalutiers de mer du Nord, ramassent dans leur filet quantité d'ossements de mammouth, tu vois, dans le filet. Parce que, alors, donc, on est parti, on a loué un chalutier, enfin, on a participé plutôt à une campagne de pêche avec un chalutier hollandais, pardon, et pour une campagne de pêche, donc une semaine, avec nous pour mission de nous intéresser à la récolte d'os de mammouth. Parce qu'autrefois, l'Angleterre n'était pas une île, hein, donc toute cette région était il y a je ne sais pas combien de milliers d'années. Cette région était la terre, était marécageuse, donc il y avait des animaux. Et petit à petit, c'est la neige, la glace ont fondu, et l'Angleterre est devenue une île, comme tu sais. Et donc les fossiles sont restés au fond, recouverts, et souvent envasés, et on récupérait ça. Et on a passé une semaine à récolter des ossements de mammouth, des épaules, des tibias, des morceaux de crâne de cerf de l'époque. On a récolté plus de 600 kilos, tu vois, de fossiles de mammouth. Donc aller à la pêche au mammouth, c'est quand même formidable, quoi. C'était très drôle. Bon, j'ai raconté cette histoire, mais c'est très. Ça va aussi dans les voyages. J'ai beaucoup travaillé aussi sur l'Égypte, les pyramides, par exemple, tu vois. Le mystère de la Grande Pyramide, c'est toujours actuel. On ne sait pas comment elle a été construite, on ne sait pas si à l'intérieur il n'y a pas autre chose. Je la connais du sol au plafond, du sous-sol, partout. Ça me permet de passer de la culture à l'aventure, des nourritures terrestres aux nourritures intellectuelles. Enfin, c'était vraiment un bonheur. Rentrer de reportage et puis raconter, quoi. C'est un vrai plaisir. Justement, si vous deviez donner 3 qualités pour un bon reporter. Oui, je sais pas. Moi, j'ai cru longtemps que tout le monde pourrait faire ce métier. Parce que c'était tellement jouissif, c'était tellement le bonheur pour moi. Je dis, mais tout le monde peut le faire, il suffit d'être là et puis de... En fait, non. Parce que d'abord, il faut être extrêmement curieux. Extrêmement, c'est mieux que moyennement. Donc très curieux. Il faut être à l'écoute de ce qui se passe, des autres. Et puis ça demande alors une mobilisation de cet éveil. Tu vois. Par exemple, quand j'avais rarement arrivé de partir pour 15 jours, depuis plus de 15 jours en vacances. En revanche, quand je partais 15 jours, je rentrais au journal pour travailler, il fallait que je me remue un peu parce que tu te fais vite à l'indolence, tu vois, tu fais pas attention. Alors qu'il faut se remettre dans ce contexte, et il faut être curieux, il faut être disponible. La troisième, il faut avoir un petit peu de talent. Je veux dire talent, je dis ça avec beaucoup de simplicité, de talent, un petit peu de facilité pour raconter les choses. Je crois que c'est bien. Et puis après, il y a des gens qui sont meilleurs pour raconter des reportages qu'ils n'ont pas fait, par exemple, tu vois, c'est beaucoup plus fort, les gens qui sont... Non, je veux dire, il
il faut une espèce d'honnêteté parce que sinon tu es rattrapé par le bluff, quoi. Il faut être plutôt vrai. Ben, nous, notre propos, nous à Match, on n'était pas des stars à Match. On n'est pas des stars comme les font la télévision. La télévision, le mec il arrive, ou la jeune fille elle arrive, elle est tout de suite à l'image, alors on dit tiens elle est mignonne, oh, tiens il est bon. Tiens. Donc tu vois c'est différent. Nous on n'est pas du tout. Nous, le patron disait, Roger Théron, qui était notre grand directeur de la rédaction, il disait la star c'est le journal. Vous êtes les pilotes de Formule 1 si vous voulez, mais la star c'est le journal. Un peu de talent pour restituer, raconter, séduire le lecteur. C'est comme quand tu écris un livre. Si on te lâche dès les 3 premières lignes, ton livre il est mauvais, quoi. Donc il faut accrocher. Alors pour rien te cacher, quand j'ouvre Paris Match, je suis malheureux parce que j'ai quitté donc le journal par là. Et je me dis ça j'aurais pu le faire, ça je devrais le faire, ça j'irais le faire, tu vois. Donc je suis toujours malheureux quand je vois les choses. Je pourrais faire que je ne fais plus, bien sûr. Oui, j'ai pas de regret. J'ai le regret d'avoir, par la force des choses, d'être plus en activité comme avant, mais en fait, tu peux rester vivant comme ça, quoi. J'ai le vin pour me consoler. Je ne dis pas que je me mets dans l'ivresse, non, mais c'est un autre univers de saveurs. Est-ce que vous pouvez me parler de l'épisode du 11 septembre? Oui, alors pour moi, le 11 septembre, c'est le point d'orgue de mon temps professionnel. Le 11 septembre, ça s'est passé un mardi pour nous à Paris. Le journal était terminé, c'était bouclé. On était mardi midi. Nous on est allé déjeuner. Moi je suis pas allé déjeuner, je travaillais dans mon bureau. Et puis tout d'un coup on a mis la télévision et on a vu ce qui se passait, quoi, les tours, tout ça. C'est pas vrai. On a cru rêver, on a cru que c'était enfin un film, une animation, un truc. Et puis on a réalisé que c'était vrai. Bon. Et le patron, qui était Alain Genestard, d'un coup est arrivé sur 3 ou 4 heures. Déjà une tour s'était effondrée, la deuxième, enfin c'était la catastrophe qu'on connaît. Donc on refait tout le journal. C'est-à-dire on est mardi, donc mardi, il est 4h ou 5h quand on décide de faire le journal. Il me dit tu fais le papier principal. Je dis ok. Enfin il donne ses ordres, ses machins, chacun reçoit ses trucs, donc je m'enferme. Je reçois le spécialiste qui est aux États-Unis des affaires étrangères, qui était à Paris. On avait quelqu'un, nous, qui était notre correspondant à New York, qui lui était dans le métro là-bas sur place et qui a raconté sa propre histoire, qui avait disparu d'ailleurs pendant quelques heures. On se demande où il était. Donc moi je demande à tout le monde petit à petit, je bâtis, commence à penser à mon récit et j'écris au fur et à mesure. Chacun est s'asseoir à côté de moi et me racontait, l'un ce qu'il savait du terrorisme, l'autre ce qu'il savait de l'état, les conditions aux États-Unis pour que le président des États-Unis soit mis hors de danger, donc embarqué dans un avion. J'étais au courant, quelqu'un m'amenait des dépêches au fur et à mesure. Bref, j'ai fait un papier dans la foulée, très vite. Je ne me suis pas relu, il est pas très bon, mais enfin, à 10h du soir, tous les éléments étaient arrivés, les photos, tout ça était arrivé. On fait un journal spécial, on fait, je ne sais plus, 30 pages, c'est-à-dire qu'on fait pratiquement tout le cahier chaud du journal. Ça part, le patron dit ça est fini, on ne touche plus à rien, c'est terminé. Bon, ça part. Et il se trouve que on a vraiment l'impression d'être journaliste dans ce qu'on n'était pas nous, puisqu'on était dans un hebdomadaire, un journaliste du quotidien, de l'immédiat, voire la radio, quoi, voire la télévision en direct. Et le journal sort, et quand il sort, on est imprimé dans la nuit mardi à mercredi, et il sort dans les temps, on a notre truc, la couverture, bien sûr, les tours en face, etc. Et dans ce journal, parce que je ramène les choses à moi, dans ce journal, j'ai donc le papier d'ensemble sur l'histoire des avions. J'ai un papier que j'avais fait dans le cahier froid, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le magazine qui était bouclé avant, sur la planète Mars, où je ne sais plus quelle expédition avait découvert la trace de l'eau sur la planète Mars. Et j'avais mon spécial vin, qui était encarté dans le journal. J'avais fait un spécial vin chaque année au mois de septembre, avec Depardieu en couverture. Et derrière, en fin de journal, j'avais un papier sur le cèpe, le champignon, dans une rubrique gastronomie. C'est-à-dire que ce journal historique, je suis dans tous les rayons. J'étais d'une grande fierté. Vraiment, si tu le trouves un jour, avec tout ce qu'il y a, tu verras, c'est formidable. Pour moi, c'était vraiment le point d'orgue de ma carrière. J'ai eu comme ça des moments très forts et j'étais comblé. Je suis un homme ravi, quoi. Comme le jour aussi, j'ai rencontré Fidel Castro. J'ai fait une interview de Fidel Castro aussi. C'était pareil.
C'était con. Il y a des moments où tu dis, ah, d'un coup j'y suis arrivé, je suis là au bout, et j'ai même tiré la barbe de Fidel Castro. Tirer la barbe, j'exagère, mais je lui ai posé la question, je lui ai fait comme ça, mais pourquoi vous laissez votre barbe, vous n'allez pas vous raser votre barbe? Il dit, je ne peux pas me raser ma barbe, sinon plus personne ne me reconnaîtrait. Je me suis dit, tu vois, j'ai touché la... C'est formidable. Parce que le personnage était quand même c'était costaud, c'était pas n'importe qui, c'était pas... Bon. Enfin, mais c'était Castro, quand même, un personnage historique. Voilà. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie vraiment.